22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. Le chef de l'État a présidé ce matin la 19e séance du Conseil des ministres. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction de la centrale électrique solaire du Grand Bara a eu lieu hier. Et Gaza bombardé sans répit depuis 46 jours. Hier, 29 bébés prématurés sont arrivés en Égypte via le terminal de Rafah, l'unique ouverture sur le monde du territoire palestinien qui ne soit pas aux mains d'Israël. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 21 novembre 2023, la 19e séance du Conseil des ministres. 6 questions ont été examinées et approuvées. La première question a porté sur une communication. Le Premier ministre a fait une communication sur la note méthodologique du comité ad hoc sur l'audit de la masse salariale. La seconde question inscrite à l'ordre du jour a porté sur des projets de loi portant adoption des comptes financiers du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, pour les exercices 2022, 2021 et 2020. Quant à la troisième question, elle a porté sur un projet de décret sur la protection et l'attraction touristique des requins-baleines à Djibouti. La quatrième question a porté sur un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien de développement et de l'énergie géothermique, l'ODEG, pour l'exercice 2024. Le compte-rendu de cette 19e séance du Conseil des ministres nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 19e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 novembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne une communication faite par le Premier ministre sur la note méthodologique du comité ad hoc sur l'audit de la masse salariale. Le Premier ministre a mis en place un comité ad hoc sur la masse salariale le 30 octobre 2023. À l'issue de plusieurs réunions, le comité a élaboré et adopté une méthodologie sur la question de la masse salariale avec l'introduction de mesures en vue d'optimiser la gestion des ressources humaines au sein des institutions publiques et établissements publics afin de rendre soutenable le court et moyen terme sur cette problématique des dépenses salariales de l'État. Les premiers éléments identifiés par les membres du comité ont mis en exergue les multitudes de fichiers existants au niveau de la fonction publique et du budget. Concernant l'identification des agents hors fichiers existants, le comité a mis en exergue l'importance d'inclure un représentant de la direction de la Trésorerie générale pour la rédaction d'un rapport récapitulatif de différents fichiers. D'autre part, le comité ad hoc a également introduit dans son plan stratégique la résolution du problème des mandatements multiples durant l'audit de la masse salariale. La direction de la solde a été chargée de communiquer les types de mandats qui ont été produits pour le mois de septembre 2023. Le comité prévoit aussi une mission de contrôle sur le terrain pour vérifier la fiabilité des informations qui ont été partagées par les ministères. Enfin, une analyse macroéconomique et microéconomique est prévue pour évaluer d'une part la masse salariale par secteur selon des ratios liés au PIB et d'autre part les recettes intérieures. Le comité ad hoc devra établir un rapport final dans une période de 12 mois. La deuxième question est relative à un projet de décret portant sur la protection de l'attraction touristique des requins-baleines à Djibouti. Le tourisme est une industrie à croissance rapide et les requins-baleines gagnent de plus en plus en reconnaissance. La demande pour le tourisme axé sur les requins-baleines augmente dans le monde entier, y compris à Djibouti. Mais cela constitue à la fois une menace et une opportunité. Ce projet de décret vise à réglementer les comportements des individus et des opérateurs touristiques. L'élaboration de mesures de protection permettra de maintenir l'attraction des requins-baleines à Djibouti, qui est important pour la promotion et le développement du secteur du tourisme. Et Djibouti fait partie donc des rares pays au monde où les requins-baleines y séjournent, donc en s'approchant des côtes marines. Et c'est tout naturellement que Djibouti veille à préserver cette attraction qui est un atout majeur pour la promotion de la destination de la République de Djibouti, destination bien entendu touristique. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation
du budget prévisionnel 2024 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget prévisionnel 2024 de l'aéroport se présente en produit à 3 milliards 84 millions de francs Djibouti et en charge à 2 milliards 980 millions de francs Djibouti, avec un résultat net de 104 millions de francs Djibouti. L'investissement se situe à hauteur de 80 millions de francs Djibouti. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat positif, à savoir la reprise de la facturation des aéronefs survolant notre espace aérien, la hausse des recettes commerciales, notamment publicitaires, ainsi que les frais de parking suite à l'inauguration du nouvel aérogare, l'augmentation des redevances domaniales, l'arrivée prévue de nouvelles compagnies aériennes comme Saudi Airlines. Néanmoins, l'aéroport rembourse des prêts contractés pour le nouvel aérogare, l'achat de camions à incendie et la construction d'une nouvelle tour de contrôle, ainsi que la réfection de la chaussée aéronautique. La quatrième question est relative donc à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'ODEC, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Ce budget 2024 de l'ODEC s'équilibre en produits et en charges à 592 733 000 francs Djibouti. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 206 733 000 francs Djibouti et les dépenses d'investissement sont estimées à 386 millions de francs Djibouti. Malgré ce contexte financier particulier, l'ODEC n'a ménagé aucun effort pour atteindre ses objectifs. Dans le cadre du programme du budget prévisionnel 2023 et en accord avec sa stratégie sur 10 ans, 2020-2030, et son plan d'action de 4 ans, 2020-2024. Après avoir finalisé tous les travaux nécessaires pour le programme de forage de Galalekoma et de Hanle Garabais, à savoir donc la finalisation des travaux de génie civil, la réalisation des travaux de premier forage d'exploration géothermique sur la prospection géothermique de Galalekoma avec une profondeur de 1450 mètres. Pour le programme de forage de Hanle Garabais, le lancement du programme de forage est prévu au cours du deuxième semestre de l'année 2024 et ce budget donc est élaboré dans un contexte d'accélération du programme de développement à grande échelle des ressources géothermiques dont notre pays regorge. Le Conseil des ministres s'est également penché sur un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'aéroport international de Djibouti. Et enfin, la sixième et dernière question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2024. Écoutons le porte-parole du gouvernement. La cinquième question est un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'électricité de Djibouti. Le budget prévisionnel 2024 de l'ED est arrêté en produit à 34 milliards de francs et en charge à 33 milliards de francs Djibouti, avec un résultat prévisionnel de 948 millions de francs Djibouti. L'élaboration de ce budget s'inscrit dans un contexte très optimiste d'augmentation de la qualité d'énergie produite et d'une augmentation des branchements des foyers, notamment dans le cadre du projet d'électrification durable. Ce projet de budget prévoit un volet d'investissement de plus de 13 milliards, consacré essentiellement à la réalisation des projets d'envergure, le projet de création d'un centre de relations clients, le projet de développement des réseaux nationaux interconnectés, la construction de la centrale de production de 100 MW à Damerjog, le projet de la seconde ligne d'interconnexion, le projet d'une centrale solaire à Rambara et le projet d'alimentation des logements nassibs et de la Fondation Droit au logement. En 2024, EDD prévoit le déploiement des compteurs à paiement à tout objectif visé et l'amélioration de la performance du recouvrement des recettes. La sixième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, plus connu sous le nom de CRIPEN, pour les exercices 2020, 2021, 2022. Les comptes du CRIPEN se présentent en produits et en charges pour 2022 à 294 204 000 francs en produits et 290 813 000 francs en charges, avec un résultat net de 3 390 000 francs Djibouti. Le CRIPEN n'a pas contracté de dette auprès des établissements de crédit. Les comptes du CRIPEN 2020 et 2021 ont été présentés au Conseil. Ces exercices démontrent donc une
un produit à 351 920 000 francs et une charge à 355 443 000 francs Djibouti pour 2021. Et pour 2020, un produit à 303 millions de francs Djibouti et en charge à 350 328 000 francs Djibouti. L'amélioration des ventes des livres a permis donc une augmentation des recettes du CRUPEN. En fin de conseil, le ministre de l'Intérieur a fait une présentation au Conseil sur le nombre de véhicules qui circulent à Djibouti et leur état. Il existe à peu près 89 000 véhicules qui circulent en ce moment en République de Djibouti. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El Etta, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti ont paraphé aujourd'hui un mémorandum d'entente marquant un engagement significatif pour la promotion et la protection des droits des enfants à Djibouti. Le Parlement de Djibouti porte un intérêt particulier à la question de la promotion des droits de l'enfant et aspire à consolider cet intérêt en faveur de cette frange importante de la population. Ce partenariat entre la représentation nationale et l'UNICEF marque un jalon décisif dans la quête du pays pour concrétiser les droits des enfants. Et en accordant une priorité absolue à l'épanouissement de chaque enfant, ce partenariat symbolise une avancée significative dans la réalisation des objectifs de développement durable. Écoutez la représentante de l'UNICEF à Djibouti. UNICEF, avec mon collègue, en ce jour mémorable, au lendemain du 34e anniversaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies, nous commémorons une étape significative dans notre quête commune pour garantir un avenir meilleur à chaque enfant, surtout à Djibouti. Monsieur le Président, permettez-moi de vous exprimer ma sincère gratitude pour votre engagement envers les droits fondamentaux de chaque enfant à Djibouti, aussi au niveau mondial et régional. Alors qu'au travers des crises actuelles, cet accord revêt une importance particulière car il définit un cadre solide pour renforcer la protection des droits de l'enfant à travers nos initiatives conjointes. Nous sommes vraiment convaincus que la collaboration entre l'UNICEF et le Parlement de Djibouti contribuera à créer un environnement plus propice à l'épanouissement de chaque enfant en garantissant l'accès à l'éducation, à la santé, à la protection contre la violence et en favorisant leur participation active dans les décisions qui les concernent. Et c'est ça le grand rôle du Parlement et je voudrais vous vraiment remercier pour ça. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que ce mémorandum définit les partenariats possibles et souhaitables du Parlement avec l'UNICEF, entre autres, pour aider au dépassement des obstacles éventuels quant à la réalisation du corpus législatif existant et à venir. On l'écoute. Cette date symbolique du lendemain de la Journée mondiale de la France, mais également dans le contexte actuel de traumatisme, 4 enfants sur 5 souffrant des questions de santé mentale, des portées mondiales induites par les spectacles insupportables de l'enfance gazaoui, périt sous les bombardements sans relâche de l'armée israélienne, le corps mutilé, gémissant sous les décombres avant de rendre le dernier souffle. Nous procédons à la signature de ce mémorandum d'entente entre la représentation du peuple de Djibouti et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce mémorandum fixe définit des partenariats possibles et souhaitables du Parlement avec l'UNICEF, entre autres, pour aider au dépassement des obstacles éventuels quant à la réalisation du corpus législatif existant et à venir. Coopérer autour de nos objectifs communs de protection de l'enfance et de promotion des droits dans notre pays. Je voudrais également redire mon engagement personnel et celui de cette législature pour travailler davantage et avancer dans la réalisation de ces objectifs. Je souhaite vous féliciter pour votre engagement personnel dans le cadre de votre travail pour servir les plus vulnérables d'entre nous, contribuant ainsi à l'édification d'une meilleure humanité au sens propre du terme. Nos actions dans ces moments privilégiés et inédits autant
À Oran, nous les souhaitons bien évidemment un écho contemporain et un impact fort utile pour les jeunes d'aujourd'hui et pour les générations futures. Dans le cadre des travaux de la 5e commission mixte ministérielle Djibouti-Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu dans ses bureaux le ministre des Transports et des Services logistiques saoudiens, Salah Ben Nasser Al-Jazir, en présence du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamed, l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Aydin Bamakrama, l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, directeur de la communication, ainsi que le directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale préparent cet entretien. Au cours de cette rencontre, les ministres ont examiné de près les opportunités de collaboration entre les deux pays dans divers secteurs stratégiques allant du commerce aux investissements, des transports à l'énergie, de la communication à l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale à la culture, de la jeunesse au sport et bien d'autres encore. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des relations bilatérales entre Djibouti et l'Arabie Saoudite et ont réaffirmé leur engagement de les renforcer davantage. Et après la réunion d'hier des travaux de la 5e session de la commission mixte djibouto-saoudienne au niveau des experts, la commission mixte djibouto-saoudienne a débuté aujourd'hui ses travaux au Kempinski Palace Hotel. Et bien co-présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre saoudien des Transports et des Services logistiques. Cette réunion a vu la participation notamment de notre ambassadeur en Arabie Saoudite et des représentants des différents départements ministériels. Cette 5e session de la commission mixte djibouto-saoudienne est l'occasion d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent aux deux parties afin de rehausser le niveau de leur coopération. Les autorités des deux pays, qui se sont félicitées de l'excellence des relations de coopération bilatérale, ont réaffirmé leur volonté d'accroître les échanges entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux ministres, qui ont conjointement présidé les travaux de la commission mixte, ont indiqué que cette réunion permettra de faire le point sur l'état de la coopération dans les différents domaines dans lesquels les deux pays travaillent déjà en étroite collaboration. Elle permettra en même temps d'impulser une nouvelle dynamique dans le partenariat stratégique entre les deux pays frères et amis que sont Djibouti et l'Arabie Saoudite. Prenant la parole, le ministre saoudien a indiqué que la réunion intervient après l'approbation des gouvernements des deux pays, à savoir le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti, d'élever le niveau de la présidence du comité mixte au niveau ministériel, ce qui confirme la fierté des deux pays qui entretiennent des relations solides et profondément enracinées qui durent depuis plus de 46 ans et qui se développent de jour en jour. Le ministre saoudien a rappelé une des réalisations, l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre le Royaume et Djibouti. Le volume des échanges commerciaux, a-t-il dit, entre les deux pays au cours des 5 dernières années ayant atteint les 2,7 milliards de rials. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a souhaité la bienvenue au ministre saoudien et à la délégation qui l'accompagne. Nous avons pu, ces dernières années, établir divers cadres juridiques pour promouvoir la coopération bilatérale à travers la mise en place des nombreux mécanismes de travail conjoints dans divers domaines d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie djiboutienne a salué le dynamisme actif qui caractérise désormais les relations de fraternité et de coopération et le désir croissant qui les entoure de renforcer et de développer leur chemin au profit des deux pays et des deux peuples frères. Il ne fait aucun doute que notre réunion d'aujourd'hui constitue une nouvelle pierre angulaire de ce parcours distingué, a-t-il conclu. Et par la suite, la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite, conduite par le ministre saoudien des Transports et de la Logistique, a effectué une visite aux différentes infrastructures portuaires de Djibouti. La délégation donc, a notamment visité le SGTD, le DMP et le PDSA, et ce afin de constater de près et de visu les opérations des différents travaux effectués dans les différents ports. Lors de chaque étape de cette visite, les responsables ont donc donné des explications détaillées sur les sur les travaux donc menés, ainsi que sur les services logistiques fournis par chaque port.
La visite de la délégation s'est poursuivie autour de PK23, à la tour donc au PK23 où s'est tenue une réunion entre la délégation saoudienne et les responsables donc portuaires djiboutiens en présence du ministre des Transports djiboutien. Durant cette réunion, les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères et la visite s'est clôturée par une photo de famille. La salle de conférence de la zone de libre-échange international de Djibouti a abrité hier une réunion de travail consacrée au renforcement de la coopération bilatérale entre Djibouti et la France, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. La réunion a été présidée par le ministre des Infrastructures, Hassan Ahmed, en présence notamment du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, ainsi qu'une délégation du mouvement des entreprises de France, le MEDEF, conduite par le président d'Africa Global Logistique, le président du Conseil des entreprises françaises en Afrique de l'Est, Philippe Labonne, et l'ambassadrice de France à Djibouti. Au cours de cette réunion, les deux parties ont passé en revue les liens historiques d'amitié entre Djibouti et Paris, ainsi que les perspectives de coopération et de partenariat fructueux qui unissent les deux pays. D'autre part, la délégation française a suivi une brève présentation sur les progrès réalisés par notre pays dans le domaine des ports et des zones franches, les projets de développement en cours, ainsi que la position éminemment stratégique du pays et les opportunités d'investissement qui s'offrent aux entreprises françaises. On n'était pas forcément les premiers dans le train, mais vous avez attendu personne pour avancer. Et aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, votre port est une référence. D'ailleurs, pas une référence uniquement dans la zone africaine, mais les productivités que vous avez sont dans les plus hauts standards internationaux, puisque monsieur le directeur général du port, Abdoulaye, nous expliquait qu'il atteignait plus de 30 mouvements par heure et main, même jusqu'à 33 mouvements. Donc vous êtes très productif. Mais le port, c'est le premier maillon d'une chaîne logistique. Donc nous sommes ici avec le MEDEF, pour une délégation du MEDEF composée de 13 entreprises de toute taille. Il y a des PME, il y a des start-up, il y a des secteurs des services, il y a des secteurs de l'industrie qui veulent développer le courant d'affaires avec votre pays et avec des hommes d'affaires et femmes d'affaires de votre pays. Et prenons la parole à son tour, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, a réaffirmé les relations fortes entre la République de Djibouti et la France, exprimant son aspiration à relever le niveau des échanges pour répondre aux aspirations des deux peuples amis. On l'écoute. Eh bien, comme nous le savons tous, Djibouti est un pays côtier de la mer Rouge qui bénéficie d'une position, comme il vient de dire, d'une position géostratégique privilégiée entre trois continents. Cette position la place idéalement à la deuxième route mondiale la plus utilisée, la plus fréquentée. Et surtout, presque 90% du trafic maritime par cette voie maritime qui est Bab el-Mandeb, comme nous le connaissons tous. Aussi, le pays connaît la stabilité politique et la paix sociale, ce qui constitue un atout non négligeable dans une région mouvementée. Donc, de par sa position géostratégique, depuis bientôt 2 décennies, Djibouti a pour vocation de devenir un hub régional dans le domaine
commercial, financier, voire logistique et voire même énergétique. Djibouti a investi quand même dans de grands chantiers, dans des infrastructures, en réalisant bien sûr, hormis l'ancien port qui existait, 6 ports, 3 dans la capitale et 3 dans les régions. Dans l'actualité également, sous l'égide du ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedji, a eu lieu hier au Grand Bara la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction de la centrale électrique solaire du Grand Bara d'une capacité de 25 MW. En effet, ce projet solaire lancé hier s'inscrit dans le droit fil de la vision Djibouti 2035 du président de la République et s'insère dans le cadre de la politique mise en œuvre de transformation en profondeur du système énergétique national basé sur l'exploitation des énergies renouvelables disponibles dans notre pays, qu'elles soient de sources éoliennes, solaires, géothermiques ou encore issues de la marée motrice ou de la biomasse. Ce projet solaire qui sera réalisé avec un financement à hauteur de 33 millions de dollars, l'équivalent de 6 milliards de nos francs, est monté sous le modèle du partenariat public-privé liant le ministère de l'Énergie, la société émiratie Amea Power, le Fonds souverain de Djibouti et l'électricité de Djibouti, et ce pour une durée de 25 ans. Ce projet sera concrétisé par Grand Bara Solar, une société de droit djiboutien créée par Amea Power et le Fonds souverain de Djibouti, conformément à la loi sur le partenariat public-privé et en vertu de la convention de partenariat signée par les deux parties qui deviennent des partenaires financiers dans cette nouvelle structure naissante. Écoutez le directeur du Fonds souverain de Djibouti. De lancement, de démarrage du projet solaire du Grand Bara, un projet important et structurant pour vous et donc pour le gouvernement de Djibouti, à sa tête le chef du gouvernement, et également important pour nous en tant que fonds souverain, partenaire et co-investisseur à 25% du capital dans ce projet du grand projet du Grand Bara Solar. Il est important de rappeler que la loi FSD du 20 mars 2020 a officiellement créé le Fonds souverain de Djibouti, le FSD, appartenant à 100% à l'État de Djibouti et dont la tutelle est la présidence de la République. Cette jeune institution, le FSD, a été missionnée pour prendre activement part au processus de développement et de diversification de l'économie du pays. Ce projet solaire, qui démarre aujourd'hui, va dans ce sens. Nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismail Omar Guelleh, Allah lui donne bonne santé et longue vie. Donc on le remercie pour sa vision et leadership, ainsi qu'à son gouvernement pour avoir créé le Fonds souverain de Djibouti. Et prenons la parole à son tour, le ministre de l'Énergie, Yonis Ali Guedji, a rappelé les objectifs majeurs poursuivis à travers le lancement de ce projet solaire. Le ministre a tenu enfin à remercier le président directeur général de la société émiratie, ainsi que les directeurs généraux du Fonds souverain de Djibouti et de l'EDD. On l'écoute. Après la mise en service en septembre dernier du parc de Goubet, qui représente les premiers projets d'énergie renouvelable d'envergure réalisés dans notre pays, nous voici rassemblés aujourd'hui à nouveau dans le cadre de la cérémonie de pose de la première pierre du projet aussi stratégique que l'éolien. C'est donc un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que nous procédons ensemble au lancement des travaux de construction de la première centrale électrique solaire de notre pays, ici au Grand Bara, dans la région d'Ali Sébié. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner qu'avec un taux d'encellulement parmi les plus élevés dans le monde et en Afrique, il est inconcevable pour notre pays de ne pas pouvoir tirer profit de son énorme potentiel en énergie solaire. En effet, eu égard à la forte disponibilité du rayonnement solaire sur toute l'étendue du territoire national, l'exploitation de l'énergie solaire s'avère être l'une des solutions énergétiques la moins coûteuse, la plus économique pour augmenter la capacité de production énergétique de notre pays. Malgré le long chemin parcouru, semé d'embûches, retardant la mise en œuvre de ces projets solaires dans notre pays, pour cause des différents problèmes et scénarios depuis une dizaine d'années, le gouvernement de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour garder le cap.
Et aujourd'hui, 20 novembre 2023, cette date historique sert à graver dans la mémoire du Grand Bara. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le lancement effectif des travaux de construction de la centrale électrique du Grand Bara. C'est pour souligner combien ma joie est grande en ce jour où notre pays franchit un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif de souveraineté énergétique. Et cette exposition photographique intitulée Les merveilles de la Turquie dans le cadre des activités du 100e anniversaire de la République de la Turquie, le département de la Bibliothèque et des Archives nationales a abrité hier une exposition de photographie intitulée Les merveilles de la Turquie organisée par l'ambassade de Turquie en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, de l'ambassadeur de la République de la Turquie à Djibouti et des représentants diplomatiques résidant à Djibouti. Cette exposition de photos permettant l'exploration, voire l'immersion dans l'histoire, les vestiges, les monuments archéologiques, les paysages pittoresques et les beautés de la Turquie a suscité parmi l'assistance, la contemplation et l'admiration d'une nation millénaire riche de culture, trait d'union entre l'Europe et l'Asie. Dans une allocution prononcée pour l'occasion, l'ambassadeur de la République de Turquie a salué l'appui et la collaboration du ministère de la Jeunesse et de la Culture par le biais de son agence nationale pour la promotion de la culture. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momen Assoé, a indiqué que c'est à travers l'art et les échanges culturels que se renforce la coopération, les enrichissements mutuels, le vivre ensemble pacifique et la fraternité entre les peuples. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est jour de pluie et c'est une occasion et un plaisir de répondre à l'invitation de l'ambassadeur pour venir explorer avec vous cette belle exposition de photos. Vous savez, la photographie, c'est ce regard qui capte l'âme des choses, comme on dit. Et ici, nous avons une belle exposition de la belle âme de la Turquie. Donc, merci de nous associer à cet événement. Et j'espère que l'ensemble des invités, mais aussi nos jeunes, vont pouvoir en profiter. C'est à travers l'art que les rencontres sont beaucoup plus belles et beaucoup plus riches. Et donc, ce matin, nous assistons ensemble à un événement culturel. La Turquie est un beau pays. Istanbul est une belle ville et aujourd'hui, donc, on le voit. Et donc, c'est un plaisir de venir explorer ce travail magnifique. Je félicite les professeurs et l'association des photographes journalistes qui ont réalisé ce beau travail. Et je vous dis merci encore, monsieur l'ambassadeur, et on se donne rendez-vous à un autre moment d'échange culturel, parce que c'est à travers le dialogue culturel que la paix et l'amour et la fraternité vont pouvoir s'installer dans le monde et nous préserver de tous les conflits et les guerres. Merci. Direction Beledouine, à présent face aux graves inondations qui ont touché la région. Le bataillon Hill 9 de l'armée djiboutienne s'est mobilisé pour répondre aux besoins essentiels de la population somalienne. L'aide humanitaire fournie se manifeste à travers des initiatives variées, notamment une assistance sanitaire, la distribution de vivres et de premières nécessités à la communauté locale. La distribution d'aide sanitaire vise à améliorer les conditions de vie dans cette période difficile. De plus, la distribution d'eau potable a été une mesure cruciale pour garantir l'accès à une ressource fondamentale dans le contexte des inondations. Et dans la foulée, le commandant du bataillon Hill 9, le lieutenant-colonel Hamad Ahmed Mohamed, s'est exprimé
sur la situation, soulignant le lien fraternel qui unit les deux nations. Les fortes pluies et les inondations ont frappé le peuple frère qu'est la Somalie, a déclaré le commandant, exprimant ainsi la solidarité envers le pays voisin touché par la tragédie. Dans un élan de responsabilité humanitaire, le lieutenant-colonel a rappelé l'importance cruciale de la solidarité dans de telles situations d'urgence. En tant que force pour la paix déployée dans la région de Beledweyne, le commandant a insisté sur le devoir du bataillon d'apporter un soutien humanitaire aux frères somaliens en cette période charnière. Par ailleurs, il a souligné que cette initiative était en accord avec les directives du président de la République, soulignant ainsi l'engagement au plus haut niveau pour répondre à cette crise humanitaire. Nous sommes pleinement engagés à travailler main dans la main avec les autorités locales pour assurer le bien-être des personnes touchées par ces inondations dévastatrices, a ajouté le lieutenant-colonel. Cette déclaration réaffirme l'engagement du bataillon à collaborer étroitement avec les autorités sur le terrain pour assurer une réponse efficace et coordonnée, comme l'a ordonné le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim. Dans le même sillage des inondations dévastatrices qui ont touché la population somalienne, le gouverneur de la localité de Beledweyne a quant à lui exprimé sa profonde gratitude envers le bataillon Hill 9 et la République de Djibouti pour leur action humanitaire salvatrice. Solidarité avec la Palestine, la localité de Holhol se mobilise pour soutenir Gaza dans une manifestation vibrante de solidarité en présence du sous-préfet de la localité. L'ensemble des habitants se sont rassemblés pour répondre à l'appel de collecte de fonds en faveur de nos frères et sœurs palestiniens. Eh bien, cet élan de générosité vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en faveur des Palestiniens de Gaza. L'initiative nommée « Une pièce jaune pour un jeune de Gaza » symbolise l'espoir et la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Ce geste solidaire invite tous les jeunes, les familles ainsi que l'ensemble des habitants de la localité à se joindre à cette noble cause et à participer à la collecte de fonds. Écoutez le sous-préfet de Holhol. Sur le terrain est dramatique au 46e jour des combats entre le Hamas et Israël. Les bombardements sont incessants. Hier, 29 bébés prématurés sont arrivés en Égypte via le terminal de Rafah, l'unique ouverture sur le monde du territoire palestinien qui ne soit pas aux mains d'Israël. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Le programme continue sur Télé Djibouti. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.